Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous et merci d'écouter la CRTV. Bienvenue à votre programme Jeux et enjeux dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre réseau social préféré. Elle est au centre des relations internationales. L'Afrique est devenue un partenaire indispensable pour beaucoup de puissances comme les États-Unis, la France, la Russie, la Chine ou des grands ensembles tels que l'Union européenne ou alors les pays BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et même, dans une certaine mesure, l'Afrique du Sud. Pour multiples raisons, certaines de ces puissances se livrent à des batailles de tout ordre. La relation entre la Russie et l'Occident en Afrique centrale en est l'une des parfaites illustrations. L'Afrique est-elle condamnée à subir les influences de certaines puissances qui s'opposent selon la divergence de leurs intérêts? Comment interpréter le regain d'intérêt russe pour l'Afrique? Quelles en sont les raisons? Quels intérêts l'Afrique peut-elle tirer en ce moment où elle redevient plus que jamais au cœur des enjeux internationaux? Voilà entre autres questions au cœur de ce numéro de Jeux et enjeux. On en parle. On en parle avec François-Xavier Noah, docteur en sciences politiques, option relations internationales et études stratégiques, directeur général du cabinet Lucem Global Consulting SARL, spécialisé en sécurité et intelligence économique. Il est chercheur associé de plusieurs revues scientifiques et a écrit une vingtaine d'articles scientifiques. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « La Russie face aux Occidentaux » en Afrique centrale pour un arrimage des Africains aux enjeux de puissance post-bipolarité, paru aux éditions L'Harmattan le 13 juin 2022. Bonjour docteur François-Xavier Noah. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous de Yaoundé. Première question, l'Afrique est-elle condamnée à subir les influences de certaines puissances qui s'opposent selon la divergence de leurs intérêts? L'on ne peut parler d'une condamnation quelconque de l'Afrique à subir des influences étrangères. Voyez-vous, il y a 30 ans de cela, régnait une euphorie dans les milieux stratégiques occidentaux, l'Amérique étant devenue le centre du monde après le délitement de l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Les années qui suivirent la fin de la guerre froide furent alors celles d'une glorification des valeurs occidentales qu'ils se confondaient avec le processus de mondialisation. Mais alors, ayant abusé de leur avantage et développé une vision de l'unipolarité teintée d'unilatéralisme, les Occidentaux ont suscité des résistances à un ordre mondial qui leur était favorable. Dans le même temps, l'affirmation progressive de puissances émergentes a associé à leur rattrapage économique et politique une nouvelle vision des équilibres internationaux. Les acteurs mondiaux font donc face aujourd'hui davantage à des incertitudes que de certitudes, mais surtout à des préoccupations immédiates et des ambitions souvent fort éloignées les unes des autres. La fin de l'histoire, prophétisée par l'Américain Francis Fukuyama, n'a donc pas eu lieu. Il se remarque plutôt l'affirmation de plusieurs États-puissances enclins à tisser leur propre réseau de relations, indépendamment des pays occidentaux, voire parfois contre eux, à l'exemple de la Russie, la Chine ou encore la Turquie, l'Iran et la Corée du Nord. L'on ne peut donc penser ou dire que le continent soit condamné. Tout dépend de la capacité des Africains à cerner les jeux et les enjeux de développement, de même que de puissance sur l'espace mondial et leur volonté de s'adapter à ceux-ci. Aussi l'on peut dire, si l'on se réfère à leur décision de ne point prendre position sur le conflit russo-ukrainien, en cours depuis le 22 février 2022 sur le continent européen, que les Africains sont de plus en plus conscients de leur valeur et de leur importance
dans les prises de décision sur des dossiers internationaux. Comment analysez-vous la logique de l'actuelle guerre froide, si on peut l'appeler ainsi, entre Russes et Occidentaux en Afrique? Il est judicieux ici de reformuler votre question dans la mesure où il ne s'agit pas d'une guerre froide entre Russes et Occidentaux. Car, durant cette confrontation bipolaire, il existait deux blocs qui s'affrontaient, premièrement sur leur idéologie respective, et secondement par des pays interposés et non directement. Or, à l'heure de la réaffirmation des puissances, phénomène visible depuis le début du XXIe siècle, de grandes entreprises et des nations se livrent à une importante concurrence dans le cadre géoéconomique. Ainsi, la sécurité économique, qui consiste à protéger le patrimoine d'un acteur et de délimiter des périmètres industriels et technologiques critiques pour ce dernier sur la scène internationale, est le but premier et a une importance capitale pour les États et autres acteurs de l'espace mondial dans la réalisation de leurs objectifs de développement et de quête de puissance ultime. La géopolitique s'exprime donc aujourd'hui dans le champ des relations économiques, notamment au travers de la guerre économique. Au mode traditionnel de confrontation des États-nations par la guerre militaire, a alors succédé une nouvelle géographie des rapports de force dominée par la recherche de la puissance économique, culturelle et sociétale, si l'on revient à votre préoccupation de départ. Comment interprétez-vous le regain d'intérêt russe pour l'Afrique? Quelles en sont les raisons? Les statistiques démontrent en 2022 que l'Afrique regorge premièrement d'importants gisements en matières premières, estimés à 30% des réserves mondiales, dispose secondement de 60% de terres arables, d'écosystèmes favorables et d'une main-d'œuvre jeune. Ainsi, tout acteur qui s'intéresse à l'avenir ne peut le faire sans le continent et doit s'y intéresser. Dès lors, le retour de la Russie en Afrique, continent de l'avenir, qui s'effectue par une stratégie consistant à gagner en influence sur le continent avec peu de moyens, est le produit de difficultés sociales, politiques et économiques du pays, où les grands groupes, les petites et moyennes entreprises ont un besoin vital d'exporter vers des régions épargnées par les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Les objectifs géopolitiques et géostratégiques russes en Afrique, depuis l'application de ces sanctions économiques et politiques, en raison de l'invasion de la Crimée en 2014, ont pour seul but d'avoir voix au chapitre en Afrique et accès aux ressources stratégiques. Ceci permettrait à Moscou de prendre part à la résolution des grands problèmes internationaux et à l'équilibre des relations internationales, prérogatives dont disposait l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Alors, Dr François-Xavier Noah, quels intérêts l'Afrique peut-elle tirer en ce moment où elle redevient plus que jamais au cœur des enjeux internationaux? L'Afrique a toujours été au cœur des enjeux internationaux. Pour illustration, la conférence de Berlin, organisée en 1885, fait office de symbole de ce qui fut présenté comme la première ruée des traits étrangers vers le continent africain, à savoir celle des puissances européennes qui se le partageaient en zone d'influence et en colonie. Ensuite, la compétition que se livrèrent les deux blocs durant la guerre froide en fut la deuxième. Depuis le début du millénaire, la troisième ruée, celle suivant l'expansion de la mondialisation économique et financière, se traduit par l'irruption de nouveaux acteurs étatiques et para-étatiques, attirés à leur tour par d'importants gisements de matières premières dont regorge l'Afrique. L'on constate donc ici que ce qui change,
est la représentation qu'ont les Africains d'eux-mêmes, de leur continent et leur vision des relations internationales. Le mythe de la toute-puissance occidentale étant de plus en plus effrité, celui-ci accompagné d'une montée en puissance de pays émergents comme la Chine, le Brésil, la Corée du Nord, la Turquie ou encore l'Iran, les Africains prennent de plus en plus conscience de leurs atouts, de leurs forces et de leur capacité d'influencer, mieux de modifier les prises de décisions stratégiques internationales, comme c'est le cas avec le conflit en cours sur le continent européen. Alors pour son autonomie dans ce champ, le continent africain ne devrait-il pas quand même redéfinir ses relations avec les autres puissances, Dr François-Xavier Noah? En ce début du XXIe siècle, il se constate la signature de partenariats stratégiques, de coalitions variables et de communautés de sécurité établies entre les puissances, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. En particulier, le modèle du partenariat stratégique concurrence directement la logique de l'alliance traditionnelle. Par sa flexibilité, il permet de préserver l'autonomie des États à moins de frais, en les soustrayant à tout engagement contraignant. Cela se réfère ainsi aux accords signés entre une vingtaine de pays africains et la Russie, ce depuis 2014. Il se remarque le choix pour les Africains d'un établissement de divers partenariats, partant du partenariat stratégique global, d'un partenariat stratégique et d'un partenariat classique, tous reposant sur des objectifs communs, sans forger pour autant des alliances classiques, reposant sur une menace désignée explicitement ou implicitement, ce qui exprime de ce fait une crise concrète d'alliance. Grosso modo, les pays du continent privilégient aujourd'hui des jeux d'alliance et de partenariats aléatoires et incertains avec des partenaires étrangers selon la quête ou la préservation de leurs intérêts. Alors, au-delà des intentions, quelle forme peut prendre le nouveau partenariat entre l'Afrique et le reste du monde? Dans la guerre économique qui structure les relations internationales post-guerre froide, l'existence d'une représentation intellectuelle, cognitive et culturelle du monde permet à chaque État de l'espace mondial de circonscrire ce qu'il entend par intérêts nationaux, expression première d'un désir de développement, d'affirmation et de puissance. Or, en raison de l'institution du système dit d'indépendance-coopération par le général de Gaulle, comme impératif pour toute entité coloniale ou territoire sous tutelle candidate à l'indépendance dans les années 1950 et 1960, ce système a fortement contribué au désintérêt de cette qualité par certaines autorités africaines pour ce qui est de sa mise en œuvre dans le logiciel programmatique de développement. Toutefois, en raison du développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication depuis le XXIe siècle, de même que une facilité d'accès à l'information, il se remarque une volonté d'autonomie stratégique des populations jeunes africaines, de même que de leur autorité gouvernementale qui, conscientes de leur importance et de leur valeur sur la scène internationale, modifient à leur profit, autant que faire se peut, leurs rapports établis avec d'autres acteurs étrangers. Il se remarque de ce fait une modification, mieux une redéfinition des rapports de force. Les tournées africaines du chef d'État français Emmanuel Macron, du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'inscrivent ainsi dans cette logique. Mieux encore, les propos d'Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe avec son homologue camerounais, le chef d'État Paul Biya au palais de Toudi le 26 juillet 2022,
à savoir son ambition, je cite, de marquer la continuité et la constance de l'engagement de la France dans la démarche de renouvellement de la relation avec le continent africain, fin de citation, démontre ainsi que la redéfinition des relations entre pays africains et autres acteurs de l'espace mondial est d'actualité. Alors, dans la redéfinition des nouvelles relations afro-mondiales, on va le mettre entre guillemets, le continent noir peut-il peser? Il faut être optimiste. Dr François-Xavier Noah. La crise du Covid-19 constitue un virage stratégique majeur qui fait rentrer l'humanité dans un monde différent de celui qui existait encore fin 2019. Ainsi, pour le chercheur Pascal Boniface, je cite, « Les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance et de la richesse, mais continuent à être riches et puissants. Toutefois, avec la montée en puissance de pays émergents, ils doivent s'habituer à ne plus diriger à eux seuls le monde. » Fin de citation. D'une manière générale, les États d'Afrique, s'ils veulent se développer et se projeter vers l'extérieur, profitant du contexte de guerre en cours en Europe, doivent dorénavant faire preuve de plus de maturité stratégique afin de s'arrimer au jeu de puissance post-guerre froide. Ce sursaut débute par de nécessaires restructurations de leur représentation du monde et des relations avec l'extérieur dans le cadre stratégique afin qu'elle apporte des résultats concrets dans son implémentation opérationnelle. Il est désormais nécessaire et urgent de saisir les enjeux de puissance en Afrique de façon résolue et décomplexée. Il faut pour cela élaborer une stratégie et ce ne peut être fait qu'au sommet des États, de même que des institutions régionales et sous-régionales. L'Afrique a tout à gagner à devenir un acteur majeur de la sécurité économique, bien sûr pour des motifs géoéconomiques, mais aussi largement pour des motifs géopolitiques. Si les États de l'Afrique ne souhaiteraient plus être marginalisés dans la prise de décision de dossiers stratégiques mondiaux, comme la résolution du conflit russo-ukrainien, s'ils veulent se moderniser, ils doivent le faire à partir de la représentation cognitive qu'ils ont du monde, de leurs schèmes de pensée respectifs et, en l'estat du Japon, de la Corée du Sud ou encore de la Chine, s'appuyer sur leurs traditions propres, leurs institutions et leurs valeurs. Cela passe d'une phase de docilité, partant d'un sentiment d'assujettissement vis-à-vis de projections hégémoniques de partenaires tant bilatéraux que multilatéraux, à celle d'auto-affirmation, partant de propositions de défense et de développement d'un modèle politique, économique, stratégique et culturel propre dans tous les canaux d'échange avec l'extérieur. En effet, toute guerre est d'abord cognitive. C'est par le jeu de l'information, mise sous le regard d'autrui ou soustraite à sa connaissance, que les belligérants entraînent des consentements et façonnent les opinions. Aujourd'hui, les Nord-Américains et les Européens ne représentent plus que 12% de la population mondiale. La vision du conflit russo-ukrainien par les 88% d'autres habitants de la planète mérite attention et doit alors amener les États d'Afrique à s'imprégner de leur représentation propre du monde dans la réalisation de leurs objectifs de développement et de puissance. Merci beaucoup, François-Xavier Noah. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, option relations internationales et études stratégiques. Vous êtes directeur général du cabinet l'UCM Global Consulting SAR, spécialisé en sécurité et intelligence économique. Vous êtes chercheur associé de plusieurs revues scientifiques et vous avez écrit une vingtaine d'articles scientifiques. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « La Russie face aux Occidentaux en Afrique centrale pour un arrimage des Africains aux enjeux de puissance
post-bipolarité, ouvrage paru aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous depuis Yaoundé. Jeux et enjeux touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. À samedi 10h pour une nouvelle édition. Au revoir.